Je vais te partager 14 principes positionnels qu'il faut connaître aux échecs et on commence ici avec le premier, c'est la création d'un avant-poste. Ici, vous voyez, on a cette case D5 qui est très intéressante pour un cavalier blanc, mais malheureusement, si on y va tout de suite, on va se faire chasser par le pion E6. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait fou prend F6. Non seulement on vient doubler les pions des noirs, mais en plus le pion E maintenant est parti colonne F. Et du coup maintenant, il n'y a plus aucun pion noir qui peut venir chasser une pièce blanche qui arriverait ici sur l'avant-poste D5. Et donc maintenant on joue cahier C3, et ensuite on va mettre un cahier en D5, et il sera très difficilement délogeable, parce que on a forcé tous les pions noirs à partir sur d'autres colonnes ici. On enchaîne avec le deuxième principe, ici c'est les manœuvres de cavalier. Ici, regardez comme ce cavalier C2, il fait un petit peu peine à voir, il est un petit peu passif comme ça sur la seconde rangée. Et il faudrait imaginer ici une case où il serait particulièrement puissant. Eh bien moi je l'imaginerais ici très très bien en C5. En C5 il est dans le camp adverse et il attaquerait le fou B7. Mais comment aller ici en C5? Eh bien ici le meilleur coup de l'ordinateur c'est cavalier A1. En fait, vous devez identifier la case où vous voulez aller et ensuite créer le chemin pour y parvenir. Donc ici on passe par A1, B3, puis C5. Donc ici cavalier A1, par exemple les noirs jouent A5, cahier B3, par exemple les noirs jouent A4, et ici cahier C5. Et vous avez transformé le cahier C2 qui était passif en un magnifique cavalier ici, grâce à cette manœuvre de cavalier, et maintenant il est puissant et attaque le fou B7. Le troisième principe c'est le zigzag du fou. C'est un petit peu comme pour le cavalier, c'est encore un moyen d'améliorer le placement d'une de vos pièces. Regardez ici par exemple, le fou D1 fait un peu peine à voir. Il attaque le pion A4, mais il est bien défendu ici par le pion B5, sinon là, il tape sur le cavalier F3, bon, il n'est pas très utile. Sur quelle diagonale le fou serait magnifique? Vraiment celle-ci. S'il était là, le fou, en A2, il attaquerait le pion E6 qui est faible, derrière il y a le roi noir qui est dans le viseur, c'est vachement intéressant. Encore une fois, on identifie la diagonale et ensuite on identifie le chemin pour y parvenir. Comment on fait? Eh bien fou C2, fou B1 et puis fou A2. Le meilleur coup de l'ordinateur ici c'est fou C2. Par exemple ici, roi H8, fou B1, et par exemple dame D8, meilleur coup de l'ordinateur est là fou A2, et voilà. Votre fou maintenant il est magnifique en A2, alors qu'auparavant il était relativement passif en D1. Le quatrième principe ici c'est celui d'échanger son mauvais fou. Alors comment on sait si on a un bon fou ou un mauvais fou? En général votre mauvais fou c'est celui qui va être de la même couleur que votre chaîne de pions et bloqué derrière vos propres pions. Du coup il est très passif et il n'attaque pas l'adversaire. Là par exemple, le mauvais fou des noirs, c'est le fou F8. A l'inverse, pour les blancs, leur mauvais fou, c'est le fou E2, parce qu'il est derrière ses propres pions et bloqué derrière. Et du coup, à l'inverse, le bon fou des noirs, c'est le fou de case blanche, et le bon fou des blancs, c'est le fou de case noire, parce que c'est des fous qui ne sont pas gênés par leurs propres pions. Et bien ici, on a un moyen avec les noirs d'échanger notre mauvais fou contre le bon fou des blancs. Bien sûr, le mauvais fou c'est lui, le bon fou des blancs c'est lui, donc on a envie de faire fou H6 pour échanger ce mauvais fou, mais là on pourrait se dire que ça va pas, parce qu'on perd une pièce avec fou prend H6. Sauf que là il y a une magnifique tactique, dame H4 échec, c'est très thématique. Les blancs doivent d'abord parer l'échec et ensuite on récupère ce fou, et finalement on est parvenu à échanger notre mauvais fou. Le concept positionnel numéro 5, c'est soutenir la prise du centre avec un pion de l'aile. Ici, vous voyez, on aimerait beaucoup prendre le centre avec D4. Le problème, c'est que c'est ici attaqué 2 fois et défendu qu'une seule fois. Alors vous pourriez renoncer ici à la prise du centre et vous dire, bon je vais développer les pièces, par exemple mettre mon cavalier B1 en C3. Le problème, c'est que les noirs jouent G4, ils chassent le cavalier F3, par exemple, le cavalier s'en va, et après, bim, il y a un cavalier ici qui débarque en D4 et qui est particulièrement puissant au centre et vous avez du mal à le déloger ici. Ça, c'est typiquement ce qui se passe quand on n'a pas pris le centre. Les pièces adverses viennent s'installer au centre et on n'arrive plus à les déloger. Ici, en fait, il ne fallait pas renoncer à la prise du centre. Il fallait juste la soutenir avec un pion de l'aile. Si vous avez du mal à prendre le centre tout de suite, eh bien, vous avez souvent intérêt à venir soutenir cette poussée centrale avec le petit pion de l'aile C3. Et en fait, là, pour les noirs, c'est un petit peu un enfer.
au prochain coup D4 va arriver et toutes les pièces noires vont se faire chasser. Par exemple si D6, maintenant D4, et vous voyez grâce au soutien du pion de l'aile, eh bien les noirs ne peuvent pas contester cette prise de centre de la part des blancs. Le fou doit reculer parce qu'il est attaqué, et regardez comment là, les pièces noires ont dû reculer et sont extrêmement passives. On est très très loin d'un cavalier qui débarquerait en D4 et qui serait difficile à déloger. Le concept numéro 6 ici, c'est la création d'un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte. Alors, il faut savoir que quand vous arrivez à créer un pion arriéré sur une colonne semi-ouverte chez l'adversaire, eh bien c'est un gros avantage pour vous parce que ça vous donne une faiblesse à attaquer. Là, vous voyez, on aimerait par exemple mettre la tour ici, et on attaque le pion B6, donc c'est bien un pion sur une colonne semi-ouverte, parce que une colonne semi-ouverte, je rappelle, c'est quand un des camps a un pion dessus, sur cette colonne, mais pas l'autre. Donc là, vous voyez, les noirs ont un pion sur cette colonne, mais pas les blancs. Donc la colonne est semi-ouverte. Elle est fermée côté noir, mais elle est ouverte côté blanc. Eh bien, le truc, c'est que là, on aimerait mettre la tour ici pour attaquer le pion B6, mais le pion B6 est défendu par un autre pion, donc il sera super difficile à capturer. Donc là, c'est bien, on a un pion sur colonne semi-ouverte, mais on aimerait bien que ce pion ne soit défendu par aucun pion. On aimerait que ce soit un pion arriéré. Un pion arriéré, c'est un pion qui n'est pas défendu par un autre pion. Et si c'était le cas, et bah du coup, ça forcerait les pièces noires à devoir défendre passivement ce pion arriéré. Ce qui n'est pas le cas actuellement parce que le pion est défendu par un autre pion, donc ça laisse les tours noires libres de faire autre chose, tandis que nous, notre tour blanche, elle tape sur du roc. Et bien comment on fait pour transformer ce pion B6 en un pion arriéré? Eh bien on joue A4, et ensuite on va jouer A5, A prend B6, A prend B6, et en faisant disparaître les pions A, finalement le pion B6 ne sera plus défendu par un autre pion, il sera un pion arriéré, on pourra commencer à le cibler avec notre tour et commencer à vraiment attaquer cette faiblesse. Alors du coup, que font les noirs? S'ils jouent A5 pour empêcher ce plan, bon bah c'est quand même gagné pour nous. Maintenant le pion B6 n'est plus défendu par un autre pion et on va commencer à mettre notre tour et doubler pour mettre énormément de pression ici sur le pion B6. Vous voyez, quand il n'y a plus de pion qui défend, et ben ça oblige toutes les pièces noires à venir en défense. Et si les noirs ne font rien, par exemple roi G7, ben maintenant on joue à 5. S'ils prennent, attention, on prend, et là regardez comment les pions A7 et C5 sont tous les deux faibles en même temps. Donc les noirs font rien par exemple, et là on peut prendre, on prend, et voilà. Maintenant, on va encore une fois avoir la même problématique pour les noirs, c'est-à-dire que les blancs doublent sur la colonne B et attaquent ce pion arriéré, ce qui force les pièces noires à être extrêmement passives. On passe au 7e principe positionnel aux échecs, c'est ici de s'infiltrer en 7e rangée. Vous voyez ici, on aimerait beaucoup rentrer dans le camp adverse, mais malheureusement, la tour noire défend. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord éliminer le défenseur de la 7e rangée, et maintenant, on peut s'infiltrer en 7e rangée. C'est une partie assez célèbre entre deux anciens champions du monde, Botvinnik et Alekhine. Et ici, voilà, la dame blanche qui s'infiltre dans le camp des noirs, 7e rangée, commence à attaquer le pion B6. Et si vous prenez ici la dame, eh bien regardez, la tour s'infiltre et elle va commencer à attaquer tous les petits pions comme ça par derrière. C'est super important de rentrer dans cette 7e rangée. Le 8e principe positionnel aux échecs, c'est le pion passé éloigné, bien sûr. Ici, vous voyez, on a une finale de pions qui a l'air un petit peu égale, parce que chacun a 5 pions. Mais en fait, ici, les blancs sont largement gagnants. Pourquoi? Parce qu'ils vont créer le pion passé, et ce sera le pion passé le plus éloigné. A4, création du pion passé, les noirs prennent et on reprend. Et ici, vous voyez, chaque camp a un pion passé, les noirs ont un pion passé C, les blancs ont un pion passé A, mais le problème, c'est que le pion A, il est le plus éloigné des autres pions. Alors que le pion C, lui, il est plus proche des autres pions que le pion passé A. Pourquoi c'est grave? Eh bien, parce qu'en fait, les rois vont s'activer, mais ce qui va se passer, c'est que moi, je vais envoyer mon pion A, et du coup, ça va forcer le roi noir à devoir venir colonne A pour manger mon pion A. Moi, pendant ce temps, je vais manger le pion C. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que c'est toujours pareil, vous voyez, c'est qu'en fait, voilà,
il va manger le pion A, moi je mange le pion C, et comme mon pion passé était le plus éloigné, et bah finalement le roi noir est le plus éloigné des pions restants par rapport à mon roi blanc, et finalement, du coup, bah, qui sera le premier à venir manger les pions restants? Eh bien, c'est moi. Parce que le roi noir est trop éloigné, parce qu'il a dû capturer mon pion passé éloigné. Et donc il revient, mais je suis finalement le premier à venir manger tous les petits pions, et j'ai la finale de pions gagnante. C'est vraiment pour cette raison que le pion passé éloigné, très souvent c'est synonyme de victoire dans les finales. On passe au 9e principe positionnel aux échecs. Ici, c'est d'identifier votre majorité de pions et de la pousser pour créer un pion passé. Ici, vous voyez, je vous rappelle qu'en finale, un des grands principes, c'est la création d'un pion passé, pour essayer de l'amener jusqu'au bout et faire une dame. Et ici, du coup, bah, comment les blancs créent un pion passé? Ce sera probablement pas ici au niveau de l'aile dame, parce qu'à l'aile dame, on a 3 pions, et les noirs ici, ils ont 4 pions. Donc ça va être difficile de faire une différence. Par contre, au niveau de l'aile roi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 pions et les noirs que 2 pions. Et notamment au niveau de la colonne H, il manque un pion ici pour les noirs. Ce sera toujours sur la colonne où l'adversaire n'a pas de pion que vous allez créer le pion passé. Donc ça va être colonne H. Donc il faut pousser les pions et préparer la poussée H5 pour créer ce pion passé. Alors du coup, comment on fait? Eh bien ici, on joue G4. C'est une partie assez célèbre avec les blancs, c'est Tigran Petrosian, un ancien champion du monde, il a ici joué G4. Si le cavalier débarque en H4, il y a roi G3, et malheureusement le cavalier est enfermé sur G5, il y a fou prend G5. Donc ici, l'adversaire est venu en D4, et Petrosian a continué avec H4, et au prochain coup ici, il va jouer H5, et ça y est, le pion passé est créé, et du coup après on va essayer de le pousser jusqu'en H8 pour avoir une dame. Le 10e principe positionnel aux échecs, c'est cette fois-ci pousser sa majorité, mais non pas pour créer un pion passé, quoique ça peut aussi être le cas, mais c'est surtout pour attaquer le roi adverse. Ici, en milieu de jeu, c'est très souvent important d'identifier l'aile sur laquelle vous avez plus de pions que l'adversaire et de jouer sur cette aile. Ici, au niveau de l'aile dame, les noirs, ils ont 4 pions, et nous, on n'a que 3 pions. Donc ça va être difficile de créer une différence au niveau de l'aile dame. Par contre, au niveau de l'aile roi, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, on a 4 pions, et les noirs, ils ont 3 pions. Et du coup, sur cette aile, on est en supériorité numérique. Très souvent, du coup, il faut pousser sur cette aile pour faire parler cette supériorité numérique. Ici, le bon coup, c'est G4. Magnifique. Le fou doit prendre ici en C2. Dame prend C2. Et le problème, c'est que si les noirs font rien, au prochain coup, on joue F5, et là, c'est un carnage. Vous voyez comment cette marée de pions commence à débarquer comme ça sur le roi noir. On menace F6, la fourchette, et si les noirs prennent, à chaque fois le problème c'est qu'on prend, et tout d'un coup les colonnes vont s'ouvrir sur le roi noir. Par exemple, que vont faire les blancs? Éventuellement un décalage du roi pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Bref, c'est un carnage quand cette majorité est actionnée et que vous voyez ce raz-de-marée qui débarque sur le roi adverse. Le 11e principe positionnel aux échecs, c'est l'attaque de minorité. C'est très célèbre, et ça vous permet finalement ici de créer, encore une fois, un pion arriéré sur colonne semi-ouverte chez l'adversaire. Alors ici, que font les blancs? Ils jouent B4. Laissez-moi vous expliquer l'idée de B4 et en quoi c'est une attaque de minorité. Eh bien, c'est une exception aux échecs. Précédemment, j'ai dit qu'on jouait souvent sur l'aile où on avait plus de pions que l'adversaire. Eh bien, il y a une exception, c'est l'attaque de minorité. Ici, si on regarde l'aile dame, on voit que les noirs, ils ont 4 pions, et que les blancs, ils ont 3 pions. Et donc, on ne devrait pas jouer sur cette aile. Mais c'est bien l'exception ici, et c'est pour ça qu'on appelle ça attaque de minorité. Alors c'est quoi l'idée des blancs ici? Imaginez les noirs jouent rien, par exemple H5. Et bien l'idée des blancs, c'est B5. Et là, il faut faire les différents scénarios dans sa tête. Soit les noirs prennent, soit ils font rien. Bon. S'ils prennent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va prendre du cavalier. Et souvent, le souci après pour les noirs, c'est que le pion B7 et le pion D5 deviennent faibles. Le pion D5, par exemple, déjà là, c'est un pion isolé, vous voyez. Et donc, forcément, un pion isolé est plus difficile à défendre qu'un autre pion, et on va commencer à l'attaquer. Et si les noirs ne font rien, par exemple, ici, quelque chose comme, je sais pas, fou E6, eh bien, ici, on prend en C6, B prend C6, et ça y est. Vous voyez maintenant, le pion C6 est un pion arriéré
sur colonne semi-ouverte et on va commencer à l'attaquer un petit peu comme l'exemple précédent que j'avais montré. Ici on joue cavalier E2 et voilà, on a une faiblesse ici qu'on va commencer à attaquer. On va mettre les tours colonne C et attaquer ce pion C6. C'est vraiment l'idée de l'attaque de minorité et pourquoi elle nous permet très souvent de créer des faiblesses chez l'adversaire. Le 12e principe positionnel aux échecs ici, c'est le blocus, et on va aller ici creuser cette partie entre Reshevsky avec les blancs. Reshevsky, voilà, ici avec les blancs contre Petrosian, ancien champion du monde, comme je l'ai dit, avec ici les noirs. Et cet exemple ici, elle est extrêmement célèbre. Ici, Petrosian qui est dans une position qui est vraiment délicate. Pourquoi ? Parce que, imaginez s'il fait rien, par exemple H6, le problème, c'est que Reshevsky va jouer fou F3, et par exemple si roi H7, D5, et vous voyez comme ça ce raz-de-marée de pions qui débarque. On a parlé précédemment de l'importance de la majorité, et bien vous voyez ici comment c'est assez catastrophique de voir tous ces pions débarquer. Du coup, Petrosian, il se dit aussi ici qu'il faut trouver un moyen de faire blocus pour stopper ces pions, ce raz-de-marée de pions blancs. Le problème, c'est que s'il fait blocus avec la tour, mince, la tour se fait chasser quand même par le fou. Et là, il peut pas jouer tour 6 parce que le fou mangerait ici la tour. Mais du coup, l'idéal qu'on aimerait, c'est peut-être avoir un fou en D5, ça bloquerait vachement bien les pions blancs. Mais c'est impossible là de réussir à replacer le fou en D5 ou en E6. On aimerait sinon un cavalier en D5, mais ça paraît impossible là de trouver le temps d'y parvenir. Et bien ici, Petrosian, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même joué tour E6. Incroyable. Il joue tour E6 et il sacrifie finalement ici cette qualité. Et si Reshevsky ici prend la tour, et bien ici Petrosian aurait joué F prend E6. Et tout d'un coup, que font les blancs ici? Par exemple, l'ordinateur propose tour F3 et maintenant cavalier E7. Et c'est assez incroyable. En fait, au prochain coup, le cavalier débarque en D5 et regardez ici comment les noirs ont totalement réussi à bloquer les pions blancs très dangereux avec cette technique voilà, du blocus. Et cette position, mine de rien, n'est pas si claire parce que les tours blanches ont du mal à rentrer dans le camp adverse. Ici, le cavalier en D5 est très fort, il tape sur le pion C3 qui est faible et le fou B2, c'est un peu un gros pion. Il n'a aucun rôle offensif, donc on ne sait même pas si finalement les blancs ont vraiment du matériel en plus, vu comment le fou B2 est extrêmement passif ici. Donc vous voyez ici, Petrosian, il a vraiment trouvé un moyen de faire blocus, quitte ici à perdre un petit peu de matériel. Le 13e concept positionnel aux échecs, c'est le déséquilibre cavalier contre fou. Pourquoi on appelle ça un déséquilibre? Parce que le déséquilibre matériel, c'est quand vous arrivez à la même valeur de points, mais de façon différente. Le cavalier vaut 3 points, le fou vaut 3 points, donc on arrive dans les deux situations à 3 points, mais pas de la même façon. Une fois avec un cavalier, une fois avec un fou. Et c'est pour ça qu'on parle de déséquilibre. Alors, le déséquilibre, du coup, des fois, il va favoriser l'un et des fois l'autre. Il y a des positions qui sont préférables pour les cavaliers, d'autres positions qui sont préférables pour les fous. Dans les positions qui sont très fermées, le cavalier est meilleur. Et donc ici, les blancs n'hésitent pas une seule seconde. Ils jouent ici, fou prend D5. Sa force ici, E prend D5, et ensuite cavalier F3. Et regardez-moi cette position incroyable. Roi E6 par exemple, propose l'ordinateur, et maintenant cavalier E5. Le cavalier E5, il est extrêmement content, et il est très bien placé ici en E5 sur l'avant-poste. Je vous rappelle, parce qu'il n'y a pas de pion qui peut chasser ce cavalier, la position est extrêmement fermée, et regardez comme le fou noir est un mauvais fou. Il est bloqué derrière ses propres pions. On a ici l'exemple typique d'un déséquilibre cavalier contre fou qui favorise le cavalier. Enfin, le 14e principe positionnel aux échecs, c'est la prophylaxie. Très souvent, des fois, il ne faut pas penser qu'à son plan. Il faut aussi se dire, mais que veut faire mon adversaire? Et parer son idée, et des fois, du coup, après, il est totalement paralysé et il n'a rien à faire. Ici, avec les blancs, on pourrait facilement se dire, je n'ai pas encore roqué, donc je vais mettre mon roi en sécurité avec petit roc. Mais du coup, le problème,
c'est que les noirs jouent fou C6, et ils éliminent ce très fort fou G2 qui était ici sur la grande diagonale. Ici, il fallait faire preuve un petit peu de prophylaxie. Je remarque que les noirs veulent développer leur pièce, cahier C6, c'est encore leur seule pièce qui n'est pas développée, le cahier B8, ou bien jouer fou C6 et m'éliminer ce fort fou G2. Et bien ici, je pars cette menace à l'avance, je fais preuve de prophylaxie, je joue B5. Et les noirs sont dans l'embarras. Ils ne peuvent plus jouer fou C6 et ils ne peuvent plus développer leur cavalier B8. Un coup qui semblerait logique, c'est A6 pour chasser ce pion B5 qui est si gênant, mais du coup on joue B6. Attaque la dame recule et cavalier A5, et regardez comment on vient mettre ici la pression sur le pion B7, la tour qui arrive en C1 qui va attaquer la dame noire, c'est très très mauvais. Mais pour trouver ce genre de coup B5, encore faut-il avoir l'état d'esprit de se dire, je pense pas uniquement à mes plans, mais je pense également au plan adverse. Si vous voulez d'autres concepts positionnels ou stratégiques, je l'ai mis là dans cette vidéo juste ici, et sinon j'ai aussi ma newsletter et mon club dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.